La faim, le froid, la peur. Raconter le camp est pratiquement impossible. Il faudra un vocabulaire, inventer un vocabulaire. J'ai eu beaucoup, quand je suis revenu, l'odeur des morts. C'est fou. L'odeur de la diarrhée, l'odeur de la soupe, l'odeur de la crasse. Toutes ces odeurs parfois mélangées. Ça pue les morts. Et vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Pendant 3 ans, j'ai été imbibé dans ce truc-là. Notre génération, la génération de ceux qui sont nés immédiatement après la guerre, est une génération traumatisée par l'Holocauste. Nos parents nous en ont parlé, c'était la chose effroyable. Mais pour vous donner un exemple, je ne pouvais pas sortir dans la rue avec mon père et ouvrir la bouche devant des étrangers, devant des voisins, sans que mon père me ferme le bec en me disant « Écoute, tais-toi, on pourrait nous entendre ». Alors on est écrasé par une chape, une véritable chape qui empoisonne notre vie. Et c'est pour ça que la vague de fond provoquée par cette folie meurtrière des nazis n'a pas fini de se déverser. Elle n'arrêtera pas avant longtemps. Elle traumatisera encore, elle m'a traumatisé, elle traumatisera sans doute encore mes enfants. C'est quelque chose que nous avons en nous, dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser. Dans la famille, pour nous, et en fonction des informations que nous avons reçues, Édouard est mort à Auschwitz, c'est ce qu'on nous dit. Ma grand-mère était très cinéphile, elle allait très souvent au cinéma, et d'ailleurs elle m'emmenait très souvent au cinéma, et elle sortait d'un film où dans les actualités cinématographiques, elle avait cru reconnaître son fils, elle avait dit voilà, c'est mon fils, je l'ai vu là, dans les actualités. Et je me suis mis à rechercher ce film. Et le plus grand des hasards m'a ramené dans ce lieu où dormait, dans la réserve, un film de 35 mm parlant. C'est un film soviétique qui retrace toutes les étapes de la libération et on voit, entre autres choses, la libération des camps, où on voit les gens massés près de l'enceinte, devant les barbelés et montrant leurs tatouages. Alors on voit aussi ces enfants qui montrent leurs tatouages. Et sur ce film, on aperçoit mon oncle. Non, je n'ai pas retrouvé mon oncle, mais j'ai retrouvé des traces de cet oncle, notamment à Odessa. Ma grand-mère est morte à cette époque-là. Elle ne m'a jamais vu entreprendre cette recherche. Il n'y a pas eu de libération des camps, au sens où les camps auraient été un but de guerre des Alliés quels qu'ils soient. Mais que les camps ont été découverts pratiquement au hasard de l'avance de ces armées, que ce soit l'armée rouge qui arrive à Majdanek, lequel a été vidé, ou qui arrive dans les camps du complexe d'Auschwitz-Birkenau en janvier 1945, alors qu'il reste quelques milliers de détenus, des dizaines d'autres milliers ayant été mis sur les routes. Quand les Américains se sont trouvés à 18 km du camp dans lequel j'étais, en Saxe, les Allemands sont arrivés pour nous évacuer.
Et pour évacuer tout le camp, il fallait aller jusqu'à 30 km en camion à la gare de Leipzig pour prendre de nouveau des wagons à bestiaux. Et ça a été pour nous une véritable marche à la mort, là. D'ailleurs, on ne comprenait pas du tout la problématique de cette évacuation du camp à partir du moment qu'au contraire, pendant des mois, on a vu arriver à Bergen-Belsen des gens venant de tous les autres camps, Auschwitz, Majdanek, Buchenwald, Dachau. On va connaître tous les noms des camps. J'ai voyagé avec des cadavres à côté de moi pendant plusieurs jours. Et on est arrivé après des tours et des détours, et de l'absence de nourriture, absence de boisson. Rien, pas d'eau, rien en mangeant, cherchant les pissenlits quand les wagons étaient ouverts pour sortir en pleine campagne, ou quand le train était arrêté parce qu'il y avait d'autres trains, c'était le bordel en Allemagne. Comme Primo Levi le raconte dans La Trêve, j'ai vraiment vécu ça. Marchant à pied derrière les prisonniers allemands qui se rendaient, qui étaient par colonne, derrière les gens qui essayaient avec leurs bœufs et leurs vaches de rentrer chez eux, derrière de tout, de toute l'humanité. On est parti donc le 9 avril, on va être libéré le 23 avril 1945. La mort est devenue, dans ce voyage de 14 jours, le train fantôme, pour bien le nommer. C'est quelque chose, quand on le se remémore, on était tous dans une forme de léthargie, ça a été l'horreur absolue. Parti plus de 2000 et puis la moitié libérée, et tout ça dans une indifférence. Je crois, j'y ai vu mourir un de mes copains à côté de moi. Quand je raconte par la suite, je ne me suis même pas assuré quand il est tombé s'il était mort ou vivant. C'est pour expliquer un petit peu dans quel état d'esprit on pouvait être. On a été libérés 2 jours après la signature de l'armistice. On se battait encore jusque-là, vous voyez. Et là, on a été libérés par les Russes. Le bruit a couru qu'on ne serait pas rapatriés avant longtemps. En ce qui concerne les Juifs de France, qu'ils soient d'ailleurs français ou étrangers, la chose est très simple, ils souhaitent tous revenir en France. Ce qui prouve que, malgré le régime de Vichy, la France est quand même perçue comme étant leur pays. Ce sont les Américains qui nous ont amenés dans un camp américain près de Pilsen. Et alors là, les prisonniers de guerre se sont inquiétés d'un lieu de rapatriement français pour retourner en France. Et comme nous étions 5-6 femmes juives, le bureau de rapatriement n'a pas voulu nous rapatrier parce qu'on n'était rien du tout, on n'était pas prévus, déportés juifs, on ne sait pas ce que c'est. Ah non, non, vous oui, mais pas elle. Et alors, ces prisonniers, on les ont menacés parce qu'eux, ils savaient ce que c'était les camps d'extermination. Ils en avaient vu, hein. Et ils avaient vu ce que c'était des Juifs là-bas, quoi. Et ils ont hurlé, ils ont dit qu'ils feraient une grève si jamais ils ne partiraient pas, si on ne partait pas. Et finalement, on nous a mis dans le même wagon à bestiaux. Et on est rentré en France aussi en wagon à bestiaux, voilà. À la gare de l'Est, oui. C'est une gare qui, quand je suis arrivé en juin 1945, était certainement encore sous le coup des festivités des libérations. Pour moi, c'était donc la gare du retour avec ce côté triomphalisme de tous ces drapeaux de toutes les couleurs. Ça a été surtout la première image marquante. Et après, les mêmes autobus qui nous avaient amenés à Drancy nous ont amenés à l'hôtel du Tessia. C'était déjà tard, vers fin juillet, déjà, beaucoup de gens étaient rentrés. Il y avait encore des centaines de personnes dehors qui nous montraient des photos. Et nous, devenus des êtres extrêmement durs, sans le savoir, comme les prisonniers anciens, quand on est arrivé au camp, quand on leur a demandé mais où sont les autres, et que ces anciens prisonniers nous disaient ils sont au commando du ciel, regardez, ils sont en train de brûler là. Et nous on arrivait, et nous on disait ah oui, vous dites,
Une femme avec 5 enfants, ils sont tous morts. Non, non, plus personne ne reviendra. Pas un enfant reviendra. Et ça, c'était vrai. Pas un enfant ne reviendra. Pas un vieillard ne reviendra. Et puis, personne ne reviendra. Et on est revenu quand même 2500 sur 76 500, ce qui est une broutille, hein, vraiment. Ça va être les retrouvailles avec mon père. Retrouvailles un peu particulières, silencieuses même. On parle souvent d'effusions, de grandes effusions, ça n'a pas été le cas. Tout ça était très modeste. C'était plus par le fait d'être pris dans les bras de mon père, d'être à côté de lui, de le sentir. C'était ça nos manifestations d'effusion. Elles étaient silencieuses. J'ai reconnu, moi, mon père, alors que mon frère et ma sœur ne l'ont pas reconnu. Et une des choses aussi marquantes, eh bien, c'était de me retrouver dans cette rue, auprès Saint-Gervais. Je retrouvais ma maison, ma rue. Ça allait être les retrouvailles par la suite avec les camarades. La première nuit que l'on a passée chez nous, qu'on avait retrouvée, eh bien, c'était par terre sur des matelas. Il n'y avait aucun meuble. Tout avait été enlevé. Personne n'est venu me chercher, non. J'ai eu ma mère au téléphone, je lui ai demandé si mon père était rentré. À travers sa non-réponse, j'avais compris qu'il était... Et du coup, je ne voulais plus rentrer, je ne voulais pas rentrer. Je ne voulais pas rentrer. Et puis finalement, j'ai bien été obligée de quitter l'hôtel du Tessia parce qu'il ne pouvait pas me garder là. Donc je suis rentrée et j'ai vécu 1 an toute seule à la campagne, sans voir personne. En ayant du mal à traverser le pont qui m'amenait au village après bien des mois. Ouais. Très difficile. Et on est arrivé à l'endroit où je devais descendre. Les soldats français qui étaient là ont descendu les bagages déjà comme moi qui descendais. Ils m'ont aidé à descendre, c'est vrai. Et puis, il y en a un qui m'a tapé sur l'épaule et qui m'a dit « Salut mon vieux et bonne chance ». Ça a été le grand accueil de la mère patrie. Je voyais mon retour autrement. Imaginez un peu quand même, en plus des déportés juifs, j'avais 19 ans et j'avais derrière moi 3 ans de camp. Et quand je suis rentré, j'espérais un brin de chaleur, quelque chose qui m'avait... Et puis ça, on ne l'a pas eu. Moi, je me souviens sur le quai de la gare du village où j'allais retrouver ma mère. J'ai trouvé un oncle m'attendait, qui est revenu aussi de Birkenau. Et la première phrase qu'il m'a dit, ne leur dis rien, ils ne comprennent rien. Et donc moi, j'ai été déportée, j'avais 15 ans, je suis revenue, j'avais 17 ans et un peu plus. J'étais vraiment encore une enfant, très jeune. Quand j'ai été arrêté pendant la guerre et j'ai réussi à m'évader, parce que c'était un événement impensable, ça aussi, et quand j'étais enfant et que je le racontais après la guerre, les adultes éclataient de rire. Parce que c'était impensable qu'un enfant de 6 ans et demi puisse s'évader comme je l'ai fait. Rocambole, à côté, c'était un petit bourgeois. C'est-à-dire que quand je racontais ça, les gens éclataient de rire. Il y a même celui qui m'a fait taire, c'est même un monsieur sûrement très bien, qui m'a écouté et qui m'a donné une pièce et qui m'a dit « Tu racontes de belles histoires, va t'acheter des bonbons ». Je me suis dit « Bon, c'est plus la peine d'en parler, les adultes ne peuvent pas comprendre des choses pareilles ». Et ça m'a fait taire pendant 40 ans. À l'école où j'allais, il y a une plaque qui a été apposée à la mémoire des enfants disparus. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants auprès Saint-Gervais. Et je crois que bien, ces absences, c'est dur à dire, sont passées pratiquement inaperçues. À aucun moment, j'ai entendu dire, aussi bien l'instituteur, c'était l'instituteur à l'époque, ou le directeur de l'école, de passer dans les classes et de dire, tiens, dans cette classe, il y avait un tel qui n'est pas là. Et on n'a pas parlé des absents. La maîtresse, c'était une Corse, je me souviens très bien. Et j'ai parlé, bon, j'étais assez turbulente, moi. Je ne restais pas beaucoup en place. Mais elle a dit, oh, dis donc, Jodette, salles juives, là, les salles juives.
Alors j'ai dit, ah, on est salle juive. Je lui ai pris, elle avait un chignon, je lui ai pris la tête. Je lui ai défait le chignon et j'ai tiré sur les cheveux. Et après, je suis rentrée à la maison, j'ai raconté ça à mes parents, ils ont porté plainte. Et elle a été radiée de l'école. Ceux qui ont parlé, c'était les résistants. Les déportés dont je faisais partie, qu'on appelle déportation de la Shoah, c'était quelque chose dont on ne parlait pas. En plus, dans la famille, je crois qu'on a eu d'autres sujets de discussion. On voulait reprendre une vie normale et il y avait d'autres préoccupations. Ce qui fait que cet épisode de la déportation, on n'en a pas parlé, pas plus en famille, pas plus que dans l'entourage. Il faut dire aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de curiosité. On ne nous posait pas de questions. On est resté longtemps sans questionnement sur ce parcours un peu particulier qu'était la déportation. Pour les administrations, autre chose, eux non plus n'ont pas compris ce qui nous était arrivé. C'était une manière comme une autre, dans ces cas-là, c'était une manière comme une autre d'effacer l'importance de la chose. Je crois, je ne peux pas dire, mais je crois qu'il y a ça. Bon, il y avait des gens qui avaient sur les épaules ce qui s'était passé, qui se sentaient mal à l'aise, des non-juifs qui se sentaient mal à l'aise. Et dans la mesure où ça disparaît, on n'en parle plus. Ça permet de respirer un peu plus. C'est qu'il y avait une chape de plomb à Drancy après-guerre sur ce qui s'était passé dans ce camp. On n'en parlait pas. Les premiers locataires en ménage en 1948, après une série de réhabilitations faites par l'Office HLM de la Seine. Pour nous, c'est assez choquant qu'un des plus hauts lieux de la mémoire française redevienne une cité HLM. Mais l'heure est à la crise du logement, donc il y a urgence à loger des populations sans toit. Ce qui est prioritaire, c'est la crise du logement. Il n'y a pas de logement et on ne va pas laisser perdre une cité modèle. Et vous savez d'où est venue la réhabilitation, là, le classement. C'est venu des huisseries, des fenêtres. C'est-à-dire qu'on a dit, oh là là, c'est la cité construite par Trucmuche et machin chouette, là j'ai oublié les noms. C'est la première des grandes cités comme ça. On ne peut pas changer les vitres pour mettre du PVC à la place de ces vitres. Et le classement de la cité n'était pas à cause du camp, mais à cause de ce qu'elle signifie dans l'histoire de l'architecture. Au plus fort taux d'occupation, la cité contenait 5000 personnes. Aujourd'hui, il y a environ 400 habitants dans cette cité, pour donner un ordre d'idée. Pour certains, ce bâtiment est effectivement hanté. Maintenant, c'est des choses dont on parle difficilement. Là-bas, ils disaient qu'ils se réveillaient la nuit et qu'ils entendaient des cris dans la cour. Mais je pense que c'est des gens qui étaient sensibles par leur histoire personnelle et familiale à cette histoire. Pour les survivants, les revenants de la Shoah, la fin de la guerre n'a pas été la fin des problèmes. C'était la fin de la guerre, c'était le début d'un autre problème, c'est-à-dire comment redevenir vivant dans une société d'où on avait été chassé. Si nous avions parlé tous les jours, du matin au soir, c'est du suicide, c'est la mort. Et les gens disent, oui, on ne voulait pas nous écouter, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé. Moi j'ai dit, c'est vrai, mais il n'y a pas que cela. Vous comprenez? C'est plus facile de dire, bon, l'autre ne voulait pas m'écouter, mais il faut aussi dire que moi je ne voulais pas parler. Vous comprenez? Parce que les quelques personnes qui ont parlé un peu, on l'a dit, ils sont fous. Ils racontent des histoires absolument invraisemblables. Et puis d'abord, si c'est vrai ce qu'ils disent, comment se fait-il qu'ils sont là vivants? Alors quand vous entendez des questions comme ça, des remarques comme ça, vous comprenez bien que vous vous enfermez sur vous-même et vous arrêtez de parler. C'est par hasard que dans une conversation avec une ancienne déportée qui vit à Londres, qui un jour me dit « Mais tu te rappelles ce qu'on faisait ?»
J'ai dit, mais quoi, qu'est-ce qu'on faisait? Tu te rappelles quand il y a eu ceci, cela, quand le Sonderkommando a essayé de se révolter, qu'ils nous ont appelés, tu te rappelles ce qu'on faisait? J'ai dit, ben, je sais pas, on creusait. Mais elle dit, mais tu sais bien que c'était pour jeter les Hongroises, il y en avait 480 000 à liquider. Et moi, j'avais imagé ça, je l'avais dit et je le répète, pour moi, c'était, derrière moi, il y avait un fossé énorme dans lequel étaient engloutis tous, mes parents, mes grands-parents, mes tantes, mes cousins, tout le monde, toute la famille. Et tout ce que j'ai pu vivre et tout ça était englouti dans ce fossé, et le fossé était ouvert. Et si je regardais dans ce fossé, par le côté gauche, par le côté droit ou en arrière, je fonçais dedans. Je me jetais dans le fossé. Pour moi, c'était évident et clair. Et que la seule chose que je pouvais faire, c'est de regarder comme ça, devant vous, que vous voir vous devant, comme ça. Mais pas là et pas derrière. Parce que là, c'est l'abîme. L'onde de choc se prolonge et ceux qui ont vécu cela vivent en même temps en 2009, mais ils vivent aussi en 1942 ou 43 ou 44. Ils continuent à vivre un autre temps. Et je dois dire aussi que en 1965, je suis allé à Auschwitz en pèlerinage à une époque où les gens n'y allaient pas puisqu'il y avait la guerre froide et tout, mais j'ai réussi à y aller et donc là-bas aussi, j'ai entendu une sorte d'appel, comme s'il y avait deux temps, un temps qui va en avant et puis un temps où les choses restent en l'état. Et donc, j'ai eu le sentiment d'être arrivé aussi là-bas, à ce moment, et d'être, en quelque sorte, d'être mon propre survivant, quoi. J'ai survécu à moi-même, mais que je suis quand même d'une certaine façon mort à Auschwitz, et donc j'ai pris la résolution de ne pas avoir survécu pour rien, voilà. On peut très bien y penser en entretenant la plaie, l'amertume, le désespoir, le sentiment de perte, et dans ce cas-là, il n'y a pas de processus de résilience. Dans ce cas-là, les gens sont prisonniers du passé, ce qui définit le syndrome psychotraumatique. J'en souffre aujourd'hui comme si ça venait d'arriver. Alors oui, il y a des gens, mais ces gens-là n'ont pas été entourés, n'ont pas été aidés, ni par leur famille, ni par la culture. Ces gens-là, on les a empêchés de prendre la parole, on les a contraints à rester dans le mutisme de la blessure. Donc ils n'en parlent pas, ils ne le socialisent pas, ils ne le partagent pas, et ils y pensent, comme dans un syndrome psychotraumatique. Le jour, ils y pensent tout le temps, et la nuit, ils en font des cauchemars. Et alors j'avais mon numéro, tatoué. Alors il y avait des petites questions. Et qu'est-ce que c'est? Alors tu es obligé de dire. Alors, comment c'était là-bas, comment tu mangeais, est-ce que les filles étaient jolies, est-ce que comme ça. Et j'ai décidé au début de mes études, tout à fait au début, tout à fait, que je veux pas de questions, je veux pas d'apitoiement, je veux pas de commisération, même des enseignants. Hein, le pauvre, il a souffert, il a cédé. J'ai donc enlevé le numéro. Je l'ai fait enlever chirurgicalement. Je suis un des rares déportés. Et puis j'ai une cicatrice. Alors on me demandait qu'est-ce que c'est la cicatrice. Vous savez, au milieu chirurgical, vous êtes toujours les bras couverts en train de vous laver et tout. Qu'est-ce que c'est? Je disais qu'il y a un fer à repasser qui m'est tombé sur le bras. Et c'est une cicatrice de brûlure qui n'a jamais posé de questions à aucun des chirurgiens, même spécialistes. C'était un bout de parchemin. Et j'avais toujours peur qu'il disparaisse, que je perde. Et puis je l'ai rangé dans un tiroir ou dans un autre. Je me levais la nuit pour voir s'il est toujours là dans le tiroir, etc. Et à un moment donné, j'ai dit, je suis trop angoissé et tout, je vais le mettre dans le coffre à la banque. Et j'ai mis dans le coffre. Il est resté dans le coffre pendant 15 ans, je ne sais plus combien. Et il y a eu un fric-frac à Nice, où on a vidé les coffres par un souterrain dans une banque, je ne sais pas si vous vous rappelez, un casse du siècle, là, comme ça. Et je me suis dit, c'est pas possible. Ils vont peut-être aller à la BNP ici, ils vont creuser en dessous, ils vont vider les coffres, ils vont me prendre mon bout de peau.
J'avais pas grand-chose dedans. Alors je l'ai sorti, à nouveau. J'ai encore ramené à la maison, je savais plus où je le mettais, je l'avais là, je l'avais ailleurs, comme ça, bon. Il m'a été volé 2 fois. Une fois, je l'ai retrouvé, avec tout le portefeuille qui était dedans. Et une deuxième fois, malheureusement, je ne l'ai plus retrouvé. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que c'est, la souffrance que j'ai endurée? J'ai fait une dépression. Et c'était épouvantable. Une agression comme ça. Et c'est de ma faute. Un drame, ça. Maintenant, je ne l'ai plus. C'est que j'ai failli me faire retatouer. Pour l'enlever une deuxième fois. Pour avoir le bout de peau. Il faut être un peu... Hein? Mais on a cette chose incroyable, ce sentiment, cette perception donc d'être vivant, et tout le reste n'a plus du tout d'importance sur le moment. Et j'avais conscience de la chance que j'avais d'être vivant, ce qui fait que ce qui importait, c'était le jour qui commence, le jour qui allait arriver, en essayant d'oublier, surtout d'oublier ce qui venait de m'arriver. Donc on rentrait dans une autre démarche différente, celle de l'avenir. C'est moi qui, en 49, l'ai demandé en mariage. Il me faisait pitié. Oui, il faisait pitié, voyez-vous, tout de suite. Oui, c'était pas de l'amour, c'était... Je pensais beaucoup à mon papa, qui lui aussi n'était plus là, puis je me disais, mon Dieu, si j'avais eu un frère, ou j'aurais eu... Il était tout seul. C'est pas un oiseau blessé, mais presque. Il y a des choses dont je pouvais parler plus facilement avec elle qu'avec quelqu'un qui n'était pas juif. Heureusement que je l'ai épousée. Bon, c'est vrai, la vie n'a pas été facile, à beaucoup de points de vue. Puis je ne dois pas être un gars tellement facile non plus. Moi non plus. Parce que... mais si je ne l'avais pas eu, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Comme on avait tellement d'argent, Charles faisait 3 boulots. Parce que moi, je tirais l'aiguille, lui, il travaillait. Le soir, quand il arrivait, il lui fallait une chemise blanche parce qu'il allait derrière le bureau. Contrôleur dans un théâtre. Pour gagner un peu plus d'argent. Et le samedi et le dimanche, il faisait les foires. Vous voyez comment que ça roulait sur l'or. On a eu une fille en 52. Et après, on a eu une autre fille en 57. Pour nous, c'était une belle revanche. Belle, belle revanche. J'ai été élevée pour être une bonne mère, une bonne épouse. Je n'étais rien de tout ça. Je n'ai jamais voulu d'enfant. Je n'avais pas envie que mon enfant vive ce que j'avais déjà vécu. Et puis en plus de ça, je me disais, si jamais, si j'ai des enfants, les corps des femmes se déforment tellement que si j'avais un enfant, mon corps serait déformé. Alors je passerais devant une sélection, je serais bonne pour les gaz. Parce que j'ai vu des corps abominables, des femmes très fortes qui perdaient 30 kilos, 50 kilos, avec les ventres qui tombent. J'ai pas voulu vivre comme les autres. J'ai pas voulu m'installer comme beaucoup de femmes, parce qu'elles n'avaient peut-être pas d'autres moyens, dans la sécurité, de se marier, d'avoir des enfants, de reconstruire une vie. Non, j'étais incapable de ça. J'ai rien construit. Je laisse quelques œuvres. C'est mes enfants. Il n'y a que 2 personnes au monde qui ont été dans les camps et qui ont fait des films. C'est moi et Mireille Kertész, qui a écrit ces livres magnifiques qui s'appellent « Être sans destin » ou « Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas » et qui avait le même âge que moi, qui a été déporté à 15 ans et qui est revenu, il n'y avait plus personne. L'idée de faire un film me trottait depuis 40 ans. À Auschwitz, j'ai pas retrouvé globalement le camp. J'en avais une idée vague parce qu'il était tellement grand qu'on ne se rendait pas compte. Mais le camp des femmes dans lequel j'étais, oui, près des crématoires, tout ça, bien sûr. Les différents blocs dans lesquels j'étais, les numéros des blocs, je les avais jamais oubliés, oui, bien sûr. Donc ça a été une très grande émotion.
bien sûr, mais en même temps, ça m'a donné une énergie extraordinaire parce que c'est là où je me suis dit, il faut que je fasse un film. Il faut faire ce film. On reprend un développement qui peut être intéressant, qui n'est pas le plus facile, mais qui peut être intéressant, et c'est-à-dire on a une sorte de contrainte à faire quelque chose de sa blessure. Si on ne veut pas se soumettre à sa blessure, il faut en faire quelque chose. Alors on peut en faire une œuvre d'art, on peut en faire un engagement politique, on peut en faire un engagement philosophique ou psychologique, mais ce n'est pas la manière, ce n'est pas le développement spontané, et en tout cas ce n'est pas le développement le plus facile. Mon père, David Holler, quand il est rentré, on n'a pas compris tout ça, nous. D'ailleurs, il n'a pas raconté. Il l'a raconté il ne l'a pas raconté verbalement. En tout cas, pas à moi. Peut-être à ma mère qui me l'a pas raconté, et encore, j'en suis pas sûr. Il faut dire qu'à Auschwitz, il était dans les Sonderkommandos, qui est un statut spécial et à part à l'intérieur des camps d'extermination. Il était peintre, il était juif, il était polonais, enfin tout au moins, il était de nationalité française par naturalisation. Il a été embauché par Paramount, la firme américaine Paramount, pour faire des affiches et des maquettes de décors aussi. Ce qu'il a fait jusqu'en 1940. Dès 1945, je suis rentré moi aussi à la maison. À la maison, c'était quoi? C'était cette maison de Noisy-le-Grand où j'avais passé une partie de mon enfance. Et comme il était déjà au travail, je l'ai vu travailler. Mon père, pour se faire comprendre, a fait ce qu'il savait faire, c'est-à-dire dessiner. Entièrement concentré sur la mission qu'il s'était donnée à lui-même de représenter toutes ces horreurs-là. C'était compulsif, obsessionnel. Et quand il commençait, il ne pouvait plus s'arrêter. Il ne savait plus l'heure, ni le lieu, ni rien. Et ma mère a terriblement souffert de ça. Ça a duré trop longtemps pour elle. Parce que ma mère est restée là tout le temps avec lui. Moi, je suis parti, mais elle est restée avec lui. Sonderkommando, c'est de l'allemand, ça veut dire commando spécial. C'est-à-dire les Juifs eux-mêmes, les déportés eux-mêmes, contraints et forcés, pour faire fonctionner le système chambre à gaz, four crématoire. Quand on ouvrait les portes des chambres à gaz, l'amoncellement des cadavres, des gens qui s'étaient précipités vers la porte pour essayer de sortir, tombaient sur eux. Il fallait les extraire les uns des autres, les désentasser. Les historiens les ont utilisés, ces illustrations, et ont poussé des recherches en fonction de ce qu'ils ont vu sur ça. Il avait lui-même sorti les corps des chambres à gaz après le gazage pour les porter sur des civières au four et les enfourner par 2, par 3 à la fois. Il a trempé ses mains là-dedans, ses mains et ses pieds, dans le sang et dans la merde, dans les vomissures des gens qui ont été gazés. Il y a eu donc cette première phase retour de camp qui se caractérise par des dessins en noir et blanc sur un papier cartonné ou plus ou moins cartonné. Ça a dû durer jusqu'en 50, disons. Puis ensuite, il est passé à la toile, la peinture sur toile, pour pouvoir exposer dans les salons
Mais là, il a fait de la belle peinture, en couleur. De la belle peinture qui représentait quand même des morts, du sang et des larmes. Dans un tableau qui est lui-même une œuvre absolument unique et incomparable, l'intérieur d'une chambre à gaz pendant le gazage, et où on voit les gens entassés, les uns sur les autres, et tous ces gens, les grands comme les petits, les vieux comme les jeunes, les femmes comme les hommes, cherchant désespérément une bouffée d'air, les bouches grandes ouvertes comme ça, regardant vers le haut, alors que vers le haut, c'est pas de l'air qui venait, mais du cyclone B, le gaz d'asphyxiant. Et il est le seul à avoir fait ça. Et ensuite, il y a eu une troisième période. Il s'est mis à faire des tableaux qui représentaient la terreur, sa terreur, enfin la terreur, qui représentait des choses, des abstractions. Au moment de libération, quand on a appris que les Américains sont là, les Français, sont mis tous debout, ils chantaient la Marseillaise. Et alors, c'est la première fois depuis que je suis parti de chez moi, d'Hongrie, que je me suis mis à pleurer. Ça m'a beaucoup ému, beaucoup touché. Et alors, il y avait un Français qui s'appelait Carrette, qui était de l'île Tourcoing, qui était en face de moi, qui m'observait. Il a dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Alors, il a demandé ça dans un allemand approximatif. Alors, je lui ai dit que toi, tu vas retourner en France. Et tu vas retrouver la famille. Moi, qu'est-ce que je vais retourner? J'ai plus de parents, j'ai plus où aller. C'est ça que j'ai eu dans ma tête, que mes parents n'existe plus. Chez moi n'existe plus. Je ne savais pas qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je vais faire. Vous voyez? Et il faut dire certainement que je me suis attendri sur moi-même un peu, et puis en même temps, j'ai été ému par cette manifestation de chant de Marseillaise. Pour ce qui est des Juifs des pays baltes, donc des pays de l'Europe centrale et de l'Europe centre-orientale, il y a un problème. D'abord, ils sont très peu nombreux à avoir survécu. Et ceux-là, ils ont finalement deux choix. Le choix de rester dans les camps pour personnes déplacées qui ont été ouverts par les Alliés, principalement par les Américains et les Britanniques, ou de rentrer chez eux. Et quand ils rentrent chez eux, ça se passe souvent pas bien du tout. Puisque la guerre a rendu licite le fait de tuer des Juifs. Et que dans ces pays, particulièrement en Pologne, il y a quand même aussi une très très vieille tradition d'antisémitisme. Ils les tuent individuellement, j'ai envie de dire, c'est-à-dire des Juifs qu'ils font descendre des trains et qu'ils assassinent, ou ils les tuent collectivement dans de vrais pogroms. Le plus célèbre et le plus important et le plus significatif, celui qui marque la fin du possible retour des Juifs en Pologne, étant celui qui s'est déroulé à Kielce en 1946 et qui a fait une quarantaine de morts. Donc on estime à un chiffre qui irait entre 800 et 1500 les Juifs qui ont été assassinés dans les mois ou les 2 années qui ont suivi immédiatement la guerre, alors qu'ils tentaient
de revenir dans leur bourgade ou leur ville d'origine. Entre 1945 et 1968, les 250 000 juifs qui ont constitué le chiffre de la population la plus nombreuse après la guerre, et quand le retour des juifs de l'Union soviétique a été possible, on considère que par vagues successives, ils ont tous quitté le territoire polonais, les derniers au début de l'année 1968, quand la Pologne est victime de ce que certains ont appelé un pogrom sec, c'est-à-dire une vague d'antisémitisme sans violence physique. Mais les Juifs perdant leur emploi, enfin, une vraie vague antisémite d'une très grande brutalité. Et qui est d'ailleurs restée très... qui imprègne beaucoup les mémoires polonaises aujourd'hui. Cette période où on est resté 2 mois après la libération était extrêmement pénible. C'était 2 mois après une euphorie de 3 jours, comme quoi on est libre. Et encore quelques jours où on s'est rassasié, on a eu à manger à satiété, même à vomir, à être malade, à avoir des diarrhées épouvantables par non-digestion et tout. Ça, c'était encore quelques jours, vous voyez. Et au bout de 8-10 jours, on s'est demandé qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on est, la famille est décimée, il n'y a plus personne. Et vraiment, il y avait une espèce d'angoisse et d'inquiétude sur l'avenir, notre avenir. On avait 16 ans, 17 ans, et c'était un âge où on réfléchit un peu. Donc vous avez toute une population dont il faut s'occuper. C'est-à-dire qu'il faut les nourrir, les soigner et éventuellement leur trouver un pays d'accueil. Et ce sont les camps pour personnes déplacées qui vont être le lieu de rassemblement de toutes ces populations qui nomadisent à travers l'Europe. Ça m'a travaillé, les autres aussi, mais quand est-ce qu'on va quitter déjà? Ça fait déjà plus de 2 mois qu'on a été libérés. Et on était toujours dans un camp, dans un autre camp, qu'on voulait déjà aller rentrer à la maison. Un jour, j'ai demandé, pour l'Hongrie, il n'y a rien? Non, pour l'Hongrie, on n'a encore rien. Enfin bref, l'Hongrie, c'était le pays qui a perdu la guerre. Et l'Hongrie n'avait pas le souci de rapatrier des gens qui étaient déportés, s'ils avaient autre chose à faire. Enfin vraiment, c'était jamais notre tour. Le dernier chapitre de la persécution des Juifs a été écrit dans le camp de personnes déplacées. On les appelait aussi des camps de transit ou en anglais assembly centers, des camps de rassemblement. Donc des termes très pudiques qui masquent des drames en somme. Parce que se retrouver interné derrière des barbelés sans avoir l'occasion d'être soutenu par les organisations juives de secours qui étaient interdites d'accès 3 mois après la libération, c'est extrêmement difficile pour quelqu'un qui n'a pas encore une ration calorique alimentaire convenable et qui n'a qu'un désir, voir ses proches, trouver, chercher ses proches et savoir s'ils sont encore en vie. Il y a eu un rapport alarmant qui était le rapport Harrison, publié en septembre 1945. Harrison était le doyen de l'Université de Pennsylvanie et il avait été envoyé par le président Truman, président américain, pour faire une enquête sur ces camps. Et ce rapport a fait l'effet d'une bombe parce qu'il révélait que non seulement ces camps pouvaient être dans des écuries, mais ils pouvaient être dans d'anciens camps de concentration comme Dachau. Beaucoup de camps étaient en fait des casernes ou des immeubles démolis, donc une énorme disparité de camps. Mais pour revenir à celui de Bergen-Belsen, il était à 3 km du camp de concentration. Alors le plus grand d'entre eux est Bergen-Belsen.
On est très troublé de voir que Bergen-Belsen, qui a été un des camps de concentration, même si ça a été un camp un peu atypique, est le lieu d'un nouveau camp. Alors c'est quand même pas tout à fait le lieu. C'est-à-dire que le camp lui-même a été infesté de typhus, ça a été pendant les derniers mois de la guerre un véritable mouroir, et la décision a été prise de brûler toutes les baraques du camp. Le rapport Harrison a montré que les conditions de détention ressemblaient à celles d'anciens camps de concentration. Alors il a des mots très crus, ce doyen de l'université de Pennsylvanie, qui était un membre important de la commission aux réfugiés. Il dit « Nous traitons les Juifs comme les nazis les traitaient, sauf que nous ne les exterminons pas. » Les mots sont crus, ils sont voulus, ils sont à peine exagérés, dans la mesure où les soldats américains qui avaient libéré les camps d'extermination et de concentration ont été relégués par de jeunes recrues qui, elles, ne savaient rien. Alors, elles voyaient des gens édentés, apathiques, qui ne voulaient pas travailler, qui ne faisaient même pas leurs besoins là où il fallait, parce qu'ils étaient complètement désorientés, détraqués. Eh bien, la réaction des soldats, c'était un énorme mépris. Et jusqu'en 1949, j'ai trouvé des documents aux archives militaires indiquant le DP, donc la personne déplacée, est un humain. Ces documents étaient destinés aux soldats américains. Donc il était difficile pour eux de concevoir que ces réfugiés étaient des humains, et donc ils les traitaient en quelque sorte comme des animaux. Et Patton lui-même avait dit « Les DPs, en particulier les DP juifs, les personnes déplacées juives, sont inférieures aux animaux ». Alors Eisenhower, ça a été un choc pour lui de voir ce que Harrison avait écrit dans ce rapport, puisqu'il mettait directement en cause les militaires américains. Et Harrison, notamment, a dit qu'il allait y remédier, qu'il allait donner des consignes à Patton. Et c'est quand même lui qui est arrivé à rétrograder Patton, parce que Patton avait demandé à ses soldats de recourir à la violence, notamment il les battait, pour qu'ils entrent de force dans des trains pour retourner en Pologne. Pourquoi les États-Unis ne voulaient pas des Juifs? Il faut rappeler tout d'abord que même pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été acceptés au compte-gouttes, que la loi des quotas de 1924 était toujours là pour leur freiner la porte, mais pas seulement à eux, aussi aux catholiques, aussi aux misérables, aux pauvres du monde. Walter Laqueur, qui est un des meilleurs historiens du sionisme, dit qu'en gros, la moitié des personnes déplacées, c'est-à-dire des Juifs qui n'ont pas de pays où aller, souhaitent aller aux États-Unis. Et il faut rappeler que les grandes vagues d'émigration juive entre la fin du 19e siècle et les années 30, c'est vers les États-Unis. C'est les États-Unis, la terre promise des Juifs d'Europe de l'Est. Ce n'est pas la Palestine. Ceux qui vont en Palestine sont une minorité. Il n'était pas question de dire on va faire rentrer des Juifs, parce que déjà, à l'époque, on reprochait à Roosevelt de faire cette guerre pour les Juifs. Mais surtout, il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire rappeler la naissance de la guerre froide. Derrière tout Juif d'Europe de l'Est se profilait un communiste. Et c'est avant tout la peur d'un communiste. Un des membres du Congrès le dit ouvertement: nous ne voulons pas d'une cinquième colonne. Et il faut dire aussi qu'il y avait des courants tels que le nativisme, la xénophobie, qui faisaient que
les Juifs, tout comme les Européens de l'Est, étaient tout à fait indésirables. Et indésirables, ils l'ont été après la Deuxième Guerre mondiale, alors même que les camps de concentration étaient révélés au monde, et notamment aux Américains. Et donc des murs de papier ont été créés. Chacun joue sa partition dans cette bataille. Les États-Unis poussent la Grande-Bretagne à accepter un nombre illimité d'immigrés juifs, au moment même où les États-Unis sont fermés à cette immigration juive. C'est-à-dire que ces personnes déplacées qui voudraient aller aux États-Unis ne peuvent pas. Donc la Grande-Bretagne a beau jeu de dénoncer le double langage américain. Donc ça, c'est évidemment un élément important. Et puis, la Palestine, comme vous savez, est sous contrôle britannique depuis 1918, depuis le moment où l'armée britannique entre à Jérusalem. De 1918 à 1939, la Grande-Bretagne a vraiment aidé à la création de ce qu'on appelait à l'époque un foyer national juif. Dès lors, abandonnant les ghettos d'Europe et d'Asie où les murs et des lois d'exception, des Juifs accoururent vers ce pays que le désert semblait avoir définitivement conquis et entreprirent de lui rendre sa prospérité. Le nombre de Juifs en Palestine va passer de 80 000 à 500 000 durant ces 20 années. Donc il y a une aide réelle. En 1939, la Grande-Bretagne change de politique. Pourquoi? On est à la veille de la guerre et la Grande-Bretagne s'inquiète des réactions arabes. La Grande-Bretagne est la grande puissance au Proche-Orient. Elle domine l'Irak, elle domine la Jordanie, elle domine l'Égypte. Et il y a un mouvement nationaliste qui est hostile, nationaliste arabe, qui est hostile à cette présence coloniale juive. Donc la Grande-Bretagne change de politique et décide de limiter l'immigration juive en Palestine. Et donc à partir de 1939, il y a un quota qui est relativement limité de Juifs qui peuvent émigrer en Palestine. Et ce quota est toujours en place en 1945. Et le but de la Grande-Bretagne, elle l'a dit en 1939, c'est d'arriver à un État unitaire palestinien dans lequel vivent Juifs et Arabes, mais dans lequel les Juifs ne pourraient pas constituer plus que 30% de la population. Les Juifs, ils veulent aller en Palestine, c'est des emmerdeurs, donc c'est contre les intérêts d'Angleterre. Donc chacun se renvoyait un peu la balle, mais Truman a quand même fait en sorte que par sa directive de 1945 où 28 000 Juifs ont pu entrer aux États-Unis, Truman a quand même un peu ouvert les portes dans la limite de la loi des quotas parce qu'il avait le Congrès qui lui était hostile et qui ne voulait en aucun cas accueillir les Juifs jusqu'en 1948. Le 28 juin 1948, c'est la première loi qui laisse entrer les personnes déplacées, mais les Juifs seront une partie des personnes déplacées qui rentreront. Je ne pouvais pas rester en Europe parce que l'Europe était souillée, était couverte de crimes et de sang. Deuxième chose, j'avais une tendance inexacte, infondée même, mais je voyais tous les gens que je voyais autour de moi, à Paris, étaient des collabos et qui ont collaboré à la déportation de mes tantes, de mes cousines germaines, de toute la famille de la branche française. Et donc, je ne pouvais pas rester. Je me suis dit, je ne peux pas rester dans cette Europe, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit, quelles que soient les conditions, il faut que je parte. Et c'était pour moi impérieux, c'était très important. Et j'ai décidé que moi, la seule chose que je peux faire, c'est de partir en Palestine. Parce que cela, on pouvait s'affirmer, on pouvait faire les choses qu'on voulait, etc. Je m'y suis engagé d'ici même à être enrôlé dans la Haganah, ce qu'on appelait, ce qui était le précurseur de l'armée israélienne, avant l'avènement de l'État. Je suis parti clandestinement en Palestine avec des faux papiers, parce que je travaillais dans le département des faux papiers pour pouvoir arriver, non pas avec l'immigration clandestine, l'Aliyah Beth, mais c'était l'Aliyah Dalet, où on arrivait avec des bateaux normaux, mais avec des faux papiers. Et moi, j'avais un faux passeport comme ça. Je suis arrivé en 1947, en octobre 1947. Je me suis dit, si jamais je survivrais à Auschwitz, et j'étais persuadé que je n'allais pas survivre, nous n'avons pas été amenés à Auschwitz pour survivre, tout au contraire.
Mais si jamais j'allais survivre par un miracle quelconque, je devenais sioniste pour la simple raison parce que j'avais compris que la seule solution pour l'avenir du peuple juif, c'était un pays au peuple juif, un pays indépendant. Et j'ai commencé à militer déjà dans une organisation qui s'occupait de transférer les rescapés qui étaient dans des camps de personnes déplacées en Allemagne et en Autriche par la Belgique et la France, jusque dans le midi de la France, où il y avait des camps de passage, de camps de transit, desquels partaient ce que nous appelions les mapilim, ceux qui montent à Jérusalem, qui étaient donc sur les bateaux illégaux, dits illégaux parce que les Britanniques avaient interdit évidemment l'immigration juive en Palestine. J'étais un passeur, parce que d'abord je parle les langues qu'il fallait parler. J'étais dans une branche qui opérait de Bruxelles. Nous étions responsables de ceux d'Allemagne. L'Autriche passait par l'Italie. Mein Bestreben war, Juden zu helfen. Damals hat man die Leute selbst nicht gefragt, ob sie Zionisten sind oder nicht. Es waren Flüchtlinge. Es hat natürlich in den Lagern schon verschiedene zionistische Strömungen gegeben, aber um die habe ich mich nicht gekümmert. Das war nicht mein Denken. Zuerst einmal musste man ja hier in der Stadt helfen. Man darf nicht vergessen, an manchen Tagen, die Stadt hatte damals 45.000 Einwohner. Hat es mehr Juden gegeben wie Salzburger Einwohner. Alle Kasernen waren voll, viele Barackenlager waren voll. Und diesen Leuten musste man helfen. Dann sind die Häftlinge eben zusammen in einem Bett geschlafen. Aber hier war überbelegt, dass auf einem Bett 5 Personen gekommen sind. Also man hat nur quer liegen können. Es kamen eine Unmenge von Flüchtlingen durch Salzburg und ich wurde von verschiedenen Personen ermahnt, weil ich hier eine Verpflegstätte geführt habe, ich soll den Flüchtlingen helfen. Zuerst sind Transporte über den Brenner gegangen, dann kleinere Grenzen. Die Engländer waren dagegen, dass diese Transporte nach Italien geführt werden, denn sie wussten, dass diese Leute nach Palästina wollen. Und das haben die Engländer zu verhindern versucht. Also wir müssten hinter dem Rücken der Engländer diese Transporte durchführen. Und keine Transporte mehr nach Italien möglich waren. Da habe ich eines Tages festgestellt auf der Landkarte, wir haben eine Luftlinie 20 Kilometer, wo mittendrin die Krimler Tauern sind, wo amerikanische Zone. Da hat man festgestellt, jüngere Leute könnten diesen Weg, der 10 Stunden dauert, machen. Ich habe einmal den Weg entdeckt und die Leute hinaufgebracht. Da haben wir das Tauernhaus, gibt es da oben, wo die Flüchtlinge zuerst, als sie in der Nacht gebracht wurden von Saalfelden, dort die Nacht verbracht haben. Wir haben Lebensmittel besorgt, die da oben verkocht worden sind. Alle Transporte waren, alles war illegal. Nur in der amerikanischen Zone haben die Amerikaner weggeschaut. Sie haben alles geduldet. Die eigentlichen Führer diesen ganzen Transporte, den ganzen Zusammenbringen der Flüchtlinge, war eine Organisation, die sich Brichard genannt hatte, auf Deutsch Flucht. Et ceux-là ont déclaré qu'ils voulaient aller en Eretz Israël. Nous avons toujours appelé ce pays le pays d'Israël, donc la Palestine. C'est pourquoi l'agence juive, il n'y avait pas encore de gouvernement israélien, il n'y avait pas Israël. L'agence juive commence à ce moment-là à organiser des départs pour
Eretz Israël pour la Palestine, avec l'aide évidemment de la Haganah, la grande organisation déjà clandestine anti-britannique en Palestine. Et on les prend dans des camps, on les fait passer, on les met dans les camps de transit, et de là, ils montent sur les bateaux pour aller en Palestine. La Grande-Bretagne, c'était la grande puissance maritime. Donc ils ont une flotte, malgré la Seconde Guerre mondiale, qui reste importante, et donc elle patrouille au large des côtes palestiniennes pour empêcher cette immigration clandestine, et elle prend d'assaut, des fois avec des morts, les bateaux d'immigrés clandestins. Les Anglais sont parvenus à arraisonner le cargo qui transportait les immigrants. Embarqués sur un autre bâtiment, ils iront augmenter la population des camps de concentration installés dans l'île de Chypre. Plus de 7000 Juifs parqués près de Famagoust attendent là que leur sort soit réglé en même temps que celui de la Palestine. Atlit commence en 1945, mais il était plein rapidement celui-là. Alors là, ils ont ouvert celui-là de Saint-Lux, qui est un peu plus loin. Et après Atlit et Saint-Lux, qui étaient pleins, ils ont donc construit une série de camps à Chypre, près de Famagusta. De toute façon, ceux qui étaient à Atlit étaient en Palestine, dans un camp d'accord, mais en Palestine. Un rescapé des camps de concentration ou des camps d'extermination, un camp ne leur faisait pas peur. On les nourrissait mal, d'accord, et ils n'étaient pas à l'aise. Mais pour eux, ça c'était encore une étape sur le chemin de la libération totale, c'est-à-dire une Palestine, ou comme nous l'appelons, un Eretz Israël libre et indépendant. C'était une étape de plus, donc ça ne leur faisait pas peur du tout. Aujourd'hui parqués derrière des barbelés, ils continuent d'espérer. Il faudra bien qu'un jour, on écrive l'épilogue du drame palestinien. Je suis parti en mai 1947 à Marseille et je suis monté sur un bateau qui s'appelait President Warfield et qui devient Exodus. Nous avons été refoulés, nous avons été ramenés en France où nous avons refusé de descendre dans des conditions incroyables. On ne peut pas les raconter, ces conditions. Je ne peux pas dire que c'était comme à Auschwitz, mais au point de vue hygiène et au point de vue traitement, et il y avait une chaleur énorme. C'était l'été le plus chaud de l'histoire des Bouches-du-Rhône. Il faisait 43 et 44 degrés. Et dans la cale du bateau, il y avait plus de 50 degrés. Alors quand ils ont compris que malgré tout ça, nous n'allons pas céder, leur dernière carte, ils l'ont jouée en nous disant « Si vous ne descendez pas, dans 2 jours, on vous amène dans des camps en Allemagne. » Ça n'a servi à rien, on n'est pas descendu. Ils ont amené les 4500 dans des camps en Allemagne. Ici, l'aventure de l'Exodus est terminée. En dépit de leur volonté de résistance et de leur acharnement à gagner la Palestine, les Juifs errants, à la recherche de leur terre promise, ont dû céder. Sous le contrôle des troupes britanniques, ils ont dû retrouver la terre d'Allemagne qu'ils avaient quittée plein d'espoir voici quelques semaines. Ils ont dû retrouver le camp de Pfaffendorf, près de Lübeck, l'un des asiles désignés à ceux qu'on appelle les personnes déplacées. Ils y attendront la solution du problème palestinien, cette solution qui reste encore à trouver. C'est ça qui a précipité évidemment la création de l'État d'Israël. Parce que le monde, vraiment, le monde n'avait pas compris. Comment est-ce possible de remettre des Juifs dans des camps en Allemagne? Les Juifs célébrèrent l'événement et à 4 heures de l'après-midi ce même jour, Ben Gourion, qui n'avait cessé de lutter pour imposer sa conception du destin du peuple juif, proclama la naissance de l'État d'Israël. Je suis parti en Israël comme on danse la Wawa, c'est-à-dire dans un grand mouvement d'enthousiasme complètement idiot.
Alors que ma mère m'avait dit, on n'a pas besoin d'être parmi les premiers, ça va être la cohue. Et je l'ai payé très cher. De toute façon, nous serions arrivés en Israël, comme beaucoup. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait 600 000 Juifs en Eretz Israël. En l'espace de quelques mois, nous avons doublé la population. Alors, il n'y avait pas de travail, les gens ne parlaient pas la langue. J'ai rien contre Ben Gurion. Ben Gurion, pour moi, c'est un dictateur éclairé. C'est-à-dire qu'envers et contre tous, il a proclamé l'État d'Israël, alors que tout le monde était contre lui, y compris l'establishment juif. Ma mère, mes frères et sœurs, j'aurais pu leur éviter 1 an et demi dans des camps de transit, ensuite dans un camp moins transit, mais quand même dans des sortes de baraquements. Et nous avons mangé de la vache enragée vraiment pendant très longtemps, jusqu'à ce que chacun trouve à peu près sa voie. Et je me suis mis au travail. J'ai fait tous les boulots possibles et imaginaires. J'ai été pendant 1 an dans les mines de cuivre du roi Salomon, dans le Negev. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans le bâtiment, etc. Jusqu'au jour où il y a eu l'ouverture d'un journal francophone, l'information d'Israël. Nous avons eu un appartement, pas loin de Tel Aviv. On construisait à tour de bras, avec des trucs, vous savez, on les appelait les canons à béton. Tel Aviv, c'était la grande ville. Et puis, alors nous qui venions de Toulouse avec des vieilles maisons, etc., des rues escarpées, on voyait tout d'un coup des maisons blanches, avec des carrelages, etc. Ça nous semblait très beau. L'image d'Israël était sûrement une image mythique, parce que tout était à construire en Israël, mais je pense que c'est avant tout un agriculteur, l'Israélien. I was born in the kibbutz 10 years after it was settled. It was settled in 1927 by a group of Polish, Jewish people. My parents, they left Poland in 1934, and they cut the relation with their family on the left. My father and mother came before the Holocaust, but they didn't want to speak about the Holocaust anyway. It was a problem, I admit, because some of them didn't want to tell anything. They just wanted to forget. J'étais pendant 2 ans avec une camarade dans la même chambre. À Jérusalem, j'étudiais à Jérusalem. Et jamais je n'ai rien raconté. J'avais honte d'abord d'être restée en vie. J'avais vraiment honte parce que moi, je m'étais cachée. J'avais rien fait. Il y avait des gens qui étaient au maquis, des gens qui étaient à la résistance. Et moi, j'étais une enfant cachée. Et j'avais honte parce qu'en Israël, on parlait des héros du Palmar et des enfants qui mettaient des sacs, et des enfants de 8 ans, des enfants de 10 ans. Mon mari m'avait raconté comment lui mettait des affiches, et comment ils ont fait la guerre contre les Anglais, tout ça. Moi, rien de tout ça, je me suis sauvée en fin de compte. D'abord, pendant toute cette période, j'avais l'impression que j'étais un paquet. Je raconte tout le temps, on m'a mise ici, on m'a mise là. Moi, j'ai rien fait, on m'a mise. Ce que j'entendais surtout dire, c'était des... ils ne comprenaient pas pourquoi les Juifs s'étaient laissés amener à l'abattoir comme des moutons. C'était là exactement la sauce qu'on entendait. Mais on n'en parlait pas beaucoup. D'abord, ça n'intéressait personne. Absolument pas. Ce qui était intéressant, de quoi parler, c'était
l'héroïsme des nouveaux émigrés qui, dès qu'ils arrivaient, on leur donnait le fusil. Ils n'ont même pas réussi à goûter la vie en Israël et ils ont été morts. Ma femme avait eu un oncle et une tante, hein, et elle se souvient quand il dit surtout de ne pas parler de la Shoah, alors qu'elle avait perdu toute sa famille. Il dit on ne veut plus écouter vos histoires. Il y avait aussi ceux qui croyaient qu'on était... Bon, ça a été une sorte de formule qui nous a fait très très mal, que les Juifs en Europe s'étaient laissés massacrer comme des bêtes à l'abattoir, n'est-ce pas, comme du bétail à l'abattoir. Et ça a été vraiment, jusqu'à présent, le contentieux n'a pas été vidé. Une fois, j'ai entendu quelque chose à la radio, et puis je dis quelque chose sur la Shoah. J'en ai jamais parlé avec mes enfants. Ah, mais il me dit, mais maman, pourquoi tu racontes ça? T'es masochiste, t'as envie d'avoir du mal, mais t'as pas besoin de raconter ça, t'es en Israël maintenant. Faut pas parler de ça. Alors lui, il n'a pas voulu entendre, mes enfants n'ont pas voulu entendre. Ils ne voulaient pas entendre parler de ce qui s'était passé, c'était trop horrible peut-être, et puis de toute façon, il n'y avait pas de contact. Il y a beaucoup de jeunes Israéliens qui encore aujourd'hui ne savent pas exactement ce qui s'est passé, parce que ça ne se fait pas assez, le sujet n'est pas assez traité. Le slogan du sionisme, avant la création de l'État d'Israël, c'était créer le juif nouveau. Vous savez, l'agriculteur, le paysan, etc., etc., etc. Moi, j'ai vite compris que je n'étais pas du tout un juif nouveau, que j'étais un juif très vieux, qui était venu en Israël avec une bosse de 2000 ans et qui y tenait beaucoup. Il y avait la guerre contre le yiddish. Bon, je peux comprendre, Ben Gurion, le yiddish était tellement puissant chez les juifs de ce qui en restait d'Europe, que c'était un danger pour l'hébreu, vous comprenez? Alors le yiddish, c'était tabou. Hein? Et bon, moi, je ne considérais pas du tout comme tabou, j'étais très attaché au yiddish, c'était ma langue maternelle. Enfin, en tout cas, mes parents me parlaient en yiddish, je répondais en français, etc. Alors, il y a eu ce choc des cultures. Il y a eu ce choc à tout point de vue, à tous les niveaux, il y a eu ce choc. Il y a 2 générations qui ne savent rien, qui n'ont jamais rien su sur la Shoah. Au moins 2 générations. On aurait dû commencer immédiatement après. Cette espèce de refus de parler, d'en parler, etc., etc. Il y a eu, malgré tout, ce procès Eichmann a éveillé les consciences. D'abord, la radio est allumée toute la journée et d'entendre Hausner, celui qui a dirigé le procès. Tout d'un coup, les gens qui ont été dans les camps ont parlé, se sont évanouis. Je me souviens d'abord de la fin, quand on l'a pendu. J'étais en train de faire la une, c'est-à-dire dire voilà, c'est maintenant qu'on le pend, etc. Pendant longtemps, j'ai écrit tout ce que ça m'inspirait, etc. Puis finalement, c'était une farce. Il disait qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres, qu'il avait été tout simplement un bon exécutant, c'est tout. Et qu'il n'haïssait pas les Juifs. Au fond, on n'a poursuivi presque personne, à part ceux de Nuremberg, les grands criminels de Nuremberg, à part ça. Déjà, 1 an plus tard, les procès étaient déjà assez, comment dirais-je, assez ridicules parce qu'on les condamnait à 10 ans et puis ils sortaient après 1 an et demi. On les condamnait à 15 ans et ils sortaient après 2 ans. Il y a eu un effort qui n'a pas abouti souvent. Parfois, on disait il est trop malade pour suivre son procès, et puis en fait, il était bien portant, il a vécu encore longtemps. Ou bien, il a été jugé, mais il a été acquitté faute de preuves, même s'il y avait d'ailleurs des preuves. Bon, il y a eu des injustices, si vous voulez. Un criminel de guerre allemand impliqué dans l'exécution d'otages civils, Kurt Waldheim est devenu le premier diplomate de la planète.
avec un mandat renouvelé. Pendant 10 ans, il a dirigé les Nations Unies, alors qu'il avait son dossier dans le même bâtiment, comme criminel de guerre. À partir des années 60, effectivement, mon itinéraire a été... J'ai redressé mon itinéraire pour avoir un itinéraire correspondant à la Shoah, effectivement. Et c'est donc, effectivement, comme militant et comme historien, j'ai fait quelque chose qui correspond à mon destin. Voilà. Donc, je suis en paix avec mon destin, je veux dire. J'ai fait ce que j'avais finalement à faire. La chance a voulu que j'aime l'histoire et que j'ai eu une formation d'historien. Je suis docteur en histoire et en même temps en Sciences Po, avocat. Donc j'avais toutes les qualités, je dirais, pour faire du militantisme avec un revolver jusqu'au procès comme avocat, et avocat en mesure d'attaquer aussi les magistrats. Et donc pas un avocat comme les autres, avocat au service d'une cause, avocat militant. C'était le début des années 70. Alors, à ce moment-là, j'ai vu une sorte de dérision de voir dans le personnel politique allemand un chef d'État qui s'appelait Lübke, qui avait dessiné les baraques de camps de concentration, et puis un chef de gouvernement qui était un des dirigeants de la propagande hitlérienne. À ce moment-là, j'ai considéré que c'était une dérision. J'ai aidé Beat dans sa campagne. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que les criminels allemands qui avaient organisé la déportation des Juifs de France étaient impunis et qui vivaient respectables, libres en Allemagne, par suite d'une erreur de la diplomatie française. Ils ne pouvaient être ni jugés en Allemagne, ni extradés vers la France. Donc c'était les seuls criminels au monde, nazis, à être assurés d'une totale impunité. Donc, vous voyez, le tableau aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer ce qu'était l'Allemagne de cette période, où la génération des criminels a quand même été protégée par la société politique allemande. Et alors, décider de remédier à cet état de choses. Il fallait montrer aux Allemands que nous étions déterminés. Par exemple, Kurt Lischka, qui était le numéro 1 pour nous de la question juive en France, avait un grand bureau au centre de Cologne. Donc, envoyer un commando de jeunes détruire la façade vitrée de son bureau, c'était une action. Bon, une semaine après, la façade était remontée, mais on envoyait cette fois un commando avec d'anciens déportés qui refaisaient exactement la même chose. Alors ils étaient arrêtés brutalement et puis emprisonnés, mais quand ils constataient que c'était des anciens déportés, comment faire ? Il y avait tout de suite une levée de boucliers en France, en Israël, etc. Donc on les libérait, mais on les jugeait, donc on faisait un procès. Et le matin du procès, un troisième commando arrivait et puis détruisait cette façade vitrée qui revenait. Donc ce n'était rien de détruire la façade vitrée, c'est pas un acte ultra-violent, mais c'était le symbole de la légalité allemande. Et l'opinion publique comprenait très bien, ça se mettait en première page des journaux, à la télévision, et l'opinion publique comprenait très bien que si à la fois nous commettions des actions illégales spectaculaires, retentissantes, qu'on nous arrêtait, qu'on ne pouvait pas nous garder, qu'on ne pouvait pas nous condamner à des peines de prison véritables, parce qu'il y avait derrière le scandale beaucoup plus grand de l'impunité de ces criminels nazis. Et comme nous étions déterminés, quand le juge me demandait, par exemple, nous vous relâchons avec quelques mois avec sursis, et nous espérons que vous ne recommencerez pas. Mais si, je recommencerai, bien entendu, dès que je pourrai, je recommencerai. Voici devant le tribunal de Cologne la dernière parution de Lischka et de ses deux coaccusés. Ils vont écouter le verdict. 10 ans de prison pour Lischka, 70 ans. L'ancien chef de la Gestapo en France se cache le visage dans les mains. Il y avait le choix. Je pouvais effectivement prendre un revolver et abattre 2-3 de ces criminels. Mais c'était une plus grande vengeance de les faire juger par leurs enfants et de les faire condamner par la génération de leurs enfants que de les tuer. Tuer, c'était
un acte de violence. Or, j'étais très partisan de l'Europe, de la construction européenne, et répandre la violence en Europe, c'était quelque chose de négatif. J'étais persuadé que je n'avais pas besoin de manger, que le monde allait le faire. Moi, j'étais persuadé, j'étais naïf évidemment à l'époque, que le monde n'allait plus permettre à l'Allemagne de se remettre. C'est-à-dire que l'Allemagne qui avait précipité le monde dans une guerre qui a coûté près de 50 millions de victimes quand même, et après tout ce que les Allemands ont fait, non seulement aux Juifs, mais à d'autres aussi, que l'Allemagne n'allait plus se relever. C'est la fin de l'Allemagne. Ça allait disparaître, ce pays. Après quelques années, je me suis aperçu que non seulement ça ne disparaissait pas, mais c'était encouragé pour redevenir une grande nation. Évidemment, là, j'avais compris. Il n'y a pas de vengeance possible. De toute façon, on peut venger, on ne peut pas se venger. Après la guerre, je voulais tuer Dubosch. Bon, après, j'ai compris que je ne pourrais pas le faire. La haine, je l'ai. Mais je ne sais pas si c'est de la haine, c'est plus que ça, c'est moins que ça, c'est dépassé, c'est tout ce que vous voulez. Je regarde, pour rien au monde, j'achèterais une voiture allemande, bien sûr. Si j'avais devant moi un personnage comme ceux qu'on a arrêtés, Barbie, j'ai dû en choquer peut-être plus d'un. Mais j'avais cette pensée au fond de moi, je l'aurais fait agenouiller devant moi, je lui aurais tiré une balle entre les deux yeux. Oh, j'ai eu toute une période, Irma Grise, je l'aurais eu en face de moi, je n'hésitais pas à la tuer. Une des chefs du camp SS, des femmes horribles. Ah oui, elle en avait tué pas mal, elle. Oui, bien sûr. Et sur les photos, j'essayais de reconnaître les visages, me demandant, ah bah celle-là, elle a été pendue, ah bah tant mieux. Je me suis toujours dit, si... quand je pourrais, je tuerai un Allemand. Je ne crois pas en Dieu, mais je mets une bougie tous les vendredis soirs pour que je puisse le faire. De vous à moi, est-ce que vous vous sentez capable de tuer quelqu'un comme ça, de sang-froid? Oui. Moi pas. Oui. Je vous raconte ça, mais à l'intérieur de moi, je pleure. C'est à l'intérieur. Parce que j'ai jamais montré que je pleurais. Mais à l'intérieur, c'est affreux. Ceux qui pensent à la vengeance font partie de ceux qui sont prisonniers du passé. C'est-à-dire qui n'arrivent pas à s'en libérer ou à le métamorphoser. Et parce qu'être dans la vengeance, c'est toujours penser à l'agresseur, c'est toujours penser à la blessure, donc on n'est pas libéré du passé, et je pense que la vengeance fait partie du syndrome psychotraumatique. Si je n'avais pas obtenu satisfaction, et quand je dis je, c'est l'ensemble des orphelins qui ont perdu leurs parents, des femmes qui ont perdu leur mari, etc. Oui, je serais allé jusqu'au bout parce que bon, c'était nécessaire absolument, et je l'ai d'ailleurs prouvé à la justice allemande, puisque Kurt Lischka, qui avait dirigé la Gestapo de Paris, était armé, il avait un port d'armes, et que je l'ai attendu à la sortie du bureau, et que je lui ai mis un revolver sur la tête, et que je n'ai pas tiré, mais j'avais écrit aux parlementaires allemands et aux juges à Cologne en disant que, vous voyez, nous pouvons tuer les criminels, et nous le ferons si ils ne sont pas jugés. Ça aurait été un acte de désespoir. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas au camp. Il n'y a pas un jour. C'est-à-dire, je ne vis pas dans le passé, mais je sais ce qui s'est passé dans le passé. Je vis la Shoah jour et nuit. Je n'arrive pas à m'en détacher. Et comment tu vis? Moi, je suis poursuivie par des cauchemars
absolument horribles. Encore il y a 2 jours, ça n'arrête pas, ça renvoie toujours au camp avec des valises, avec des... impossible de monter dans des trucs parce qu'on n'a pas les bons de transport, on arrive en retard, c'est l'angoisse, on va être arrêté. Moi je suis obsédée par des cauchemars permanents. Ça n'a jamais cessé. Et les pires. Pas une journée, je peux dire, depuis 59 ans, où il m'en a pas parlé. Pas une. Il y a des fois, je dis pousse, et il n'y a rien à faire. Je suis désolé, c'est vrai. C'est pas que tout s'est arrêté, que c'était merveilleux en 1945. Donc, plus jamais ça. Je crois que la Shoah montre bien qu'il y a un vernis de civilisation et que s'il y a des crises graves, eh bien, la civilisation peut être emportée et la barbarie peut revenir. Donc, il faut être très vigilant. Plus jamais ça. Oui, j'en étais convaincu quand j'étais gosse. Je me disais, si on arrive à comprendre ce qui s'est passé, ça ne se renouvellera plus jamais. Et ça m'a rendu complètement psychiatre. Hein. C'est-à-dire que je croyais que la psychiatrie permettrait de comprendre, et je me rends compte maintenant que la psychiatrie permet de comprendre, et j'espère, je pense parfois d'aider, mais la psychiatrie ne permet pas de comprendre ça. Et parce que tous ces gens qui ont commis ces crimes impensables sont anormalement normaux. Je crois que c'est des gens qui se soumettent au dogme. Et que c'est comme ça qu'on fait de la culture. Et c'est pour ça que je crois que ça peut revenir, parce qu'on fait de la culture en donnant le plaisir de se soumettre à la voix du chef. Le chef religieux, le chef philosophique, le chef militaire, le chef économique, celui qui bien sûr connaît la vérité, et vous allez éprouver du plaisir à réciter la voix du chef. Et cette politique du perroquet, c'est-à-dire qu'on ne pense pas et on se donne l'illusion de penser en récitant la voix de celui qui fait, c'est de celui qui a les slogans qui sait, je crois que ça peut mener au génocide, ça peut mener aux guerres, ça mène au génocide, qu'il y en a encore maintenant, ça mène aux guerres au nom de la morale. Tous les crimes contre l'humanité ont été commis au nom de l'humanité.